Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser l'action L'Oréal cotée à la bourse de Paris, le code OR.PA. Donc pourquoi est-ce qu'on va regarder cette action L'Oréal? Parce que je me suis rendu compte qu'au cours de la dernière année, c'est un titre qui a baissé quand même de 22%. Et puis si on regarde sur un peu plus long terme, on se rend compte que le titre n'a quasiment rien fait en termes de performance depuis avril 2021, donc quasiment 4 ans. Alors certes, les actionnaires sur cette durée ont quand même touché des dividendes, un petit peu moins de 2% du cours de bourse en moyenne, mais c'est quand même pas énorme. Et donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de regarder, d'analyser cette société qui n'a vraiment rien généré en termes de performance depuis à peu près 4 ans. Donc L'Oréal, comme vous savez, c'est le leader mondial dans l'industrie des cosmétiques et c'est aussi la troisième plus grande société cotée en France, derrière LVMH et Hermès. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'activité de la société. On regardera ensuite l'évolution du marché, quelles sont les tendances. Je vous présenterai les derniers éléments financiers de L'Oréal. On fera un point rapide aussi sur son actionnariat et le management. Et puis à la fin, je vous présenterai une comparaison par rapport aux autres principaux concurrents dans l'industrie des cosmétiques et on essaiera de se faire une idée sur la valorisation de la société. Et puis à la fin, bien sûr, je vous donnerai mon avis sur ce titre. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Quels sont les produits qui sont vendus par L'Oréal? Donc, pour simplifier, il y a globalement 4 catégories. Première catégorie, ce qu'on appelle skincare, soins de la peau. Donc là, ça va regrouper tout ce qui est crème, tous les nettoyants, par exemple pour la peau. C'est la plus grosse partie, 39%. Ensuite, on a tout ce qui a make-up, le maquillage pour 19%. Les parfums ensuite pour 14%. Et enfin, les soins, tous les soins pour les cheveux, voilà, shampoing et tout autre soin pour les cheveux, 24% du chiffre d'affaires. L'Oréal possède bien sûr un très large portefeuille de marques. Donc je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez sûrement. Donc parmi les produits grand public, on a par exemple L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline. Au sein de la division luxe, on va retrouver des produits Lancôme, Yves Saint Laurent ou Armani par exemple. Ils ont aussi une gamme de produits professionnels, comme vous connaissez sûrement L'Oréal Professionnel, justement la marque qu'ils ont développée, ou Kerastase, que vous avez sûrement vu dans des salons de coiffure. Et ensuite, on a des produits dermatologiques, comme les marques, par exemple, La Roche-Posay, Vichy ou CeraVe. Dans les documents financiers de la société, ce qu'on voit, c'est deux types de présentation. D'une part, une présentation qui est faite par type de produit, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les quatre soins de la peau, maquillage, soins capillaires et parfums. Mais il y a une autre présentation aussi qui est faite, c'est une présentation par division. Et donc chez L'Oréal, il y a quatre divisions différentes qui correspondent en fait au type de clients finaux de la société. Donc première division, c'est les produits professionnels. Donc là, typiquement, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des salons de coiffure, des instituts de beauté. Ensuite, on a le grand public, donc avec la division grand public de L'Oréal. Ensuite, on va avoir une division luxe, donc là des produits beaucoup plus chers. Et enfin, on a une division qui est appelée beauté dermatologique. Donc là, c'est des produits souvent qui sont recommandés par des médecins et qui ne sont pas forcément vendus en grande surface, mais plutôt dans des réseaux ou bien des pharmacies ou des magasins spécialisés. D'un point de vue opérationnel, il est tout à fait normal que la société L'Oréal soit organisée par divisions qui correspondent chacune à un type de client. Pourquoi? Parce que, il faut être honnête, chez L'Oréal, la partie la plus importante de l'activité, ça va être justement le marketing et la communication qui va permettre de développer l'image des marques ou de les maintenir à un haut niveau et ainsi de maximiser les cash flows qui vont être générés sur le long terme. C'est très franchement la partie la plus importante. Il faut aussi bien sûr avoir des produits de qualité, faire de l'innovation, mais ça ne va pas être aussi important. Pour la partie production, justement, la société est sans doute organisée par type de produit parce que, justement, il y a des problématiques de production différentes d'un type de produit à un autre. Une remarque complémentaire par rapport au poids relatif de ces différentes divisions. Les deux principales, donc c'est de loin la division grand public qui représente 37% des ventes du groupe
Et la deuxième, et là c'est un peu surprenant je trouve, c'est la partie luxe, donc qui représente 36% des ventes du groupe. Donc ça personnellement ça m'a un peu surpris, je ne pensais pas que ça pesait autant dans le chiffre d'affaires de L'Oréal. Et donc à l'intérieur de cette division luxe, d'après ce que j'ai vu dans le rapport annuel, ce qu'on retrouve principalement comme type de produit, c'est surtout des parfums. Quel est le périmètre exact de l'activité de L'Oréal? Donc, eux, leur travail commence eh bien, tout simplement au moment de la recherche et développement des produits. Donc, ils investissent hein, dans l'innovation pas mal. Ils conçoivent les produits. Ils vont s'occuper aussi du sourcing, notamment de toutes les produits, les matières premières qui vont rentrer dans la composition de leurs différents produits. Et ensuite, eh bien, ils auront des usines en propre et différents centres logistiques pour distribuer ces produits. Voilà, et il s'occupe également bien sûr de tout l'aspect communication, marketing pour faire connaître ces produits et les distribuer donc via leur réseau de distribution. Alors la plupart du temps, ils ne vendent pas directement au client final, bien sûr, ils vont vendre aux grandes surfaces, aux pharmacies, parapharmacies, salons de coiffure, etc. Donc toutes les entités qui vont ensuite distribuer et vendre leurs produits au client final. Pour vous faire une idée, voici une répartition géographique dans le monde des usines de fabrication que possède L'Oréal. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment partout. Bien sûr, ils essaient d'avoir ces usines les plus proches possibles des consommateurs finaux pour optimiser les coûts, avec effectivement une surreprésentation des usines en France. Donc on en a 37 dans le monde, et sur ces 37, on en a 11 qui sont situés en France. En ce qui concerne l'évolution du marché mondial des cosmétiques, vous avez ici donc les chiffres de la croissance de ce marché en montant depuis les années 2000. Et donc ce qu'on constate, c'est que on a régulièrement un marché qui est en croissance. Donc on a eu une anomalie bien sûr au moment du Covid, mais qui a été rattrapée après. Et sinon, de façon générale, on voit que c'est un marché qui est assez régulier en termes de croissance, même pendant des périodes de récession comme on l'a eu en 2008-2009, eh bien on note une diminution de la croissance, mais pas vraiment de gros problèmes. Voilà, donc ce qu'on note, ce que dit le rapport à long terme, c'est que eh bien, la croissance devrait notamment être soutenue par le développement des classes moyennes et des classes aisées, et un attrait particulier hein, pour ce type de produit de la part des jeunes générations sur le continent asiatique. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. En termes de potentiel également, ce que je voulais vous montrer, c'est ce graphique qui a été préparé par la société, qui montre justement le potentiel de croissance qui reste dans les marchés émergents. Sur ce graphique, ce que vous avez, c'est pour chacun des produits qui sont dans la gamme L'Oréal, le nombre de pays dans lesquels ils sont disponibles. Et donc vous voyez qu'il y a certains produits, donc en rose, hein, c'est le nombre de produits le nombre de pays dans lesquels ils sont disponibles. Et vous voyez qu'il y en a encore beaucoup hein, qui ne sont pas disponibles dans beaucoup de pays émergents. Donc ça vous montre eh bien, le potentiel de croissance qu'a le groupe sur le long terme. Donc personnellement, mon avis, c'est qu'effectivement, on est sur un secteur qui est quand même assez peu cyclique, honnêtement. Voilà, il y a régulièrement de la croissance. La particularité de L'Oréal, à mon avis, c'est qu'ils ont une part importante de leur chiffre d'affaires, donc on l'a vu autour de 36% sur une partie luxe. Et donc là-dessus, il peut quand même y avoir un caractère un petit peu plus cyclique de l'activité. On est sur des produits très chers et donc là-dessus, on va dire, il peut y avoir un caractère cyclique en cas de récession qui peut être un petit peu plus marqué. Je fais juste une pause rapide pour vous dire que juste en dessous de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'aller visualiser des formations gratuites. Je propose par exemple une formation détaillée sur la méthode que j'utilise pour investir, pour faire mon stock picking. Et vous avez aussi accès gratuitement à une analyse détaillée d'une société sous-évaluée. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces liens. On passe maintenant aux éléments financiers de L'Oréal. Donc on va regarder dans un premier temps les chiffres qui apparaissent dans le rapport annuel 2023, parce que le 24 n'est pas encore sorti. Et puis ensuite, on regardera les tout derniers résultats de l'année 2024.
Donc dans le rapport annuel 2023, ce qu'on voit, c'est les éléments historiques depuis 2021, donc ça permet d'avoir une idée de la tendance. Donc vous avez le chiffre d'affaires consolidé ici, donc qui a bien progressé sur les 3 dernières années. De la même façon, le résultat d'exploitation également a suivi avec une amélioration, hein, de la marge. Là, on était en 2023 à 19,8%. Ensuite, le bénéfice net par action, donc ça c'est important parce que ça prend en compte notamment les rachats d'actions, donc ça permet de se faire une bonne idée. Et là aussi, on a une très bonne croissance de ce bénéfice net par action. Bien sûr, les capitaux propres augmentent bien. Et enfin, on a donc l'évolution du dividende par action sur ce tableau ici. Donc là aussi, hein, il y a vraiment une augmentation régulière assez forte de ce dividende par action. C'était 6,6 euros par action pour l'année 2023. Et là, pour l'année 2024, ça vient d'être annoncé. Ce sera 7 euros par action. Donc la croissance continue. Maintenant, si on regarde les tout derniers résultats, donc là pour l'année 2024, donc qui ont été annoncés récemment. Donc, si on prend donc, de ce côté-là l'évolution du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2024, donc là on est en croissance à peu près partout, hein, en moyenne pour le groupe, on est à 5,1% de croissance pour le chiffre d'affaires. Le seul endroit où on voit qu'on a une baisse du chiffre d'affaires, en fait, c'est pour l'Asie du Nord. Et donc j'ai regardé, en fait, c'est principalement la Chine, hein, qui pèse là-dessus et qui fait que le résultat n'est pas en croissance pour cette partie-là, mais sinon, pour l'ensemble du groupe, on a vraiment de très bonnes croissances, et notamment, on le voit, pour les parties Amérique latine et pour le reste du monde, donc l'Asie du Sud-Est notamment, qui génère une performance supérieure à 10%. Toujours dans ces résultats 2024, si on s'intéresse à la marge que réalise la société, donc vous voyez l'évolution ici de 2023 à 2024. Et donc ce qu'on voit, c'est que à la fois au niveau de la marge brute et au niveau du résultat d'exploitation, eh bien en pourcentage, on s'améliore, hein. Il y a une petite amélioration en 2024 par rapport à l'année précédente. Donc il y a vraiment des marges brutes qui sont très élevées, hein. Donc aujourd'hui, on est à 74% et un résultat d'exploitation à 20%. Et ce qu'on voit, c'est que les principales dépenses, hein, sont bien sûr des dépenses qui sont liées au marketing, à la communication. Et vous voyez, on en parlait tout à l'heure, que quand même le groupe investit significativement dans la recherche et l'innovation pour développer sans cesse de nouveaux produits. Et donc, eux dépensent 3,1% pour cette partie-là. Enfin, le bénéfice net par action est lui en croissance de 4,8%. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la marge brute d'autofinancement, elle aussi, a une bonne croissance de 6,4%. Donc globalement, on a quand même des très bons résultats. Au niveau du chiffre d'affaires, à périmètre comparable, on est donc en progression de 5,1% pour L'Oréal en 2024. C'est un petit peu plus que la progression globale du marché, hein. Le marché est environ en croissance de 4,5%. Voici la répartition du capital de la société. La famille Bettencourt détient toujours la plus grosse partie, 35% du capital. Mais vous voyez que l'originalité, c'est qu'on a au capital Nestlé qui détient la société suisse dans le domaine de l'alimentaire qui détient 20% du capital. Donc ça, c'est un peu une particularité. Alors juste pour vous refaire l'historique, en fait, Nestlé est au capital de L'Oréal depuis 1974. Donc à l'époque, c'était Liliane Bettencourt qui avait décidé eh bien, de faire rentrer Nestlé au capital. Alors pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai compris, elle avait peur de l'arrivée des socialistes au pouvoir en France. Donc les sondages montraient que les socialistes risquaient d'arriver au pouvoir. Et donc, elle avait peur en fait d'une nationalisation du groupe ou alors d'une prise de contrôle hostile de son groupe. Et donc c'est pour ça, à l'époque, qu'elle avait fait rentrer Nestlé au capital. Au plus haut, Nestlé est monté jusqu'à 30%. Et ce qu'on remarque, eh bien, c'est que Nestlé vend progressivement sa participation. Donc ils ont encore vendu un dernier bloc en 2021. Et donc là, aujourd'hui, ils sont descendus à 20%. Alors c'est sûr qu'il y a des pressions côté Nestlé, des investisseurs dans Nestlé qui souhaitent que Nestlé vende cette participation.
Alors pourquoi? Parce que c'est assez logique quand vous êtes investisseur et que vous investissez dans Nestlé, ce que vous souhaitez, c'est être exposé au marché de l'alimentaire, des boissons et de l'alimentaire, là où est positionné Nestlé, et vous ne souhaitez pas être exposé au marché des cosmétiques. Donc c'est pour ça, il y a un certain nombre d'investisseurs, souvent activistes, qui essaient de pousser eh bien, le management, le conseil d'administration de Nestlé, de vendre plus. Voilà, mais ils le font, mais quand même assez progressivement. Le point, c'est que côté L'Oréal, ce qu'on voit, c'est que à la fois la famille Bettencourt et Nestlé, ensemble, eh bien, détiennent la majorité du capital. Et donc, c'est vrai que c'est une situation, si la famille Bettencourt s'entend bien avec Nestlé, c'est une situation assez favorable parce que bien, ils peuvent bloquer une OPA et se mettre d'accord sur un certain nombre de décisions importantes pour le groupe. Voilà, donc on va voir comment les choses vont évoluer. Je pense que peut-être que Nestlé va continuer, mais voilà, c'est si la somme des deux passait en dessous de 50%, ce serait quand même une évolution assez fondamentale de l'actionnariat. Au niveau du management du groupe, donc en fait aujourd'hui le directeur général opérationnel c'est Nicolas Hieronymus, donc lui qui travaille dans le groupe depuis vraiment très longtemps. J'ai regardé son parcours, il a plutôt un background dans le domaine du marketing et voilà, il est dans le groupe L'Oréal depuis très très longtemps, donc c'est plutôt rassurant. Et l'ancien CEO, l'ancien directeur général qui s'appelle Jean-Paul Agon, lui est aujourd'hui président du conseil d'administration de la société. On passe maintenant à une comparaison avec les trois principaux concurrents. Donc là, j'ai sélectionné donc les trois principaux concurrents dans le domaine des cosmétiques, qui sont Unilever, Estée Lauder et Procter Gamble. Alors, première remarque, chacun de ces trois groupes, Unilever, Estée Lauder et Procter Gamble, n'a pas exactement le même positionnement que L'Oréal. Donc celui qui a le positionnement le plus proche sur le même type de produit, c'est le groupe américain Estée Lauder. Ensuite, pour ce qui est de Unilever et Procter Gamble, là, pour être clair, ils ont quand même des portefeuilles de produits qui sont plus diversifiés. Ils sont par exemple notamment présents sur les produits d'entretien de maison, par exemple. Et ils ont globalement un positionnement qui est un peu plus bas de gamme que L'Oréal. Voilà. Donc première chose, donc on a Unilever, groupe anglais, et puis les deux autres sociétés, Estée Lauder et Procter Gamble, qui sont américains. Alors je vous ai mis ici bon, les chiffres en termes de capitalisation. La premier indicateur que j'ai mis pour essayer de se faire une idée, d'abord de la dynamique de croissance de la société. Donc c'est la croissance moyenne du chiffre d'affaires sur 10 ans. Alors je l'ai pris sur 10 ans hein, parce que si on fait sur 5 ans, on tombe sur l'année du Covid et donc je voulais pas avoir d'anomalie à ce niveau-là. Donc sur 10 ans, et ce qu'on voit, c'est que sur le long terme, c'est quand même L'Oréal hein, qui a la croissance la plus dynamique de loin, alors que la plus faible est plutôt du côté de Procter Gamble. Ça c'est la première chose. Ensuite, on regarde les marges, à la fois marge d'exploitation et marge nette des différents groupes. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que, donc d'abord, première remarque sur Estée Lauder. Estée Lauder, ils sont en difficulté en ce moment. Il y a un plan de restructuration. Et donc, en fait, sur les 6 derniers mois, eh bien, ils ont publié des marges à la fois d'exploitation et nettes qui étaient négatives. Voilà, donc là, il faudra voir comment ça se passe après cette restructuration. Et pour Unilever, ils ont quand même des marges qui sont inférieures aux deux autres sociétés, donc c'est un petit peu moins bien. Le groupe qui a vraiment les marges les plus élevées, hein, c'est Procter Gamble. Voilà, c'est vraiment très élevé, je trouve, comme marge. Ensuite, autre indicateur important, les ratios de retour sur capitaux. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent que moi, je considère que c'est un des indicateurs qui est les plus importants pour évaluer la qualité d'une société. Donc, ils sont élevés hein, pour toutes les sociétés, donc, sauf Estée Lauder, bien sûr, parce qu'ils ont des résultats négatifs, mais bon, pour toutes les autres, c'est quand même très élevé. Alors, ce qu'on voit pour Unilever, c'est qu'il y a une grosse différence entre les deux ratios parce que il y a un peu plus de dettes que dans les autres groupes. Et donc, en fait, on tombe à 18% quand on calcule le ROCE, ce qui est nettement moins que le ROE. 22% pour L'Oréal et c'est un petit peu mieux pour Procter Gamble qui sont à 27% pour le ROCE et 31% pour le ROE. Voilà, donc c'est plutôt Procter Gamble qui a les meilleurs ratios.
Et ensuite, si on s'intéresse à la valorisation, donc là, par exemple, si on regarde le PER, ben on voit que bon, tous ont des PER, hein, donc encore une fois, sauf Estée Lauder qui a un résultat négatif, mais sinon, on est quand même sur des PER qui sont très élevés, donc 24 le plus bas, hein, donc c'est quand même déjà très élevé, 29 pour L'Oréal. Voilà, et c'est la même chose si on regarde hein, par rapport si on fait la capitalisation divisée par les cash flows opérationnels de la société. Là aussi, ben, on voit que c'est le plus cher à ce niveau-là, ça va être L'Oréal. Le ratio par rapport aux capitaux propres, c'est toujours compliqué à analyser parce que ben, on a beaucoup d'actifs intangibles qui font augmenter les capitaux propres dans ce type de groupes qui détiennent beaucoup de marques. Donc il faut peut-être mieux regarder plutôt hein, le PER ou la capitalisation sur cash flow d'exploitation. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, clairement, pour moi, les deux groupes qui ressortent et qui semblent être les deux meilleurs groupes, c'est L'Oréal et Procter Gamble sur la base de cette analyse purement financière. Donc on a les meilleurs ratios de rentabilité chez Procter Gamble. En revanche, bah, une croissance quand même qui est moins bonne chez Procter Gamble par rapport à L'Oréal. Alors maintenant, il faut essayer de répondre à la question initiale. Est-ce que bah, il est pertinent aujourd'hui d'investir dans le titre L'Oréal compte tenu de la baisse qu'on a eue sur la dernière année, de 22% de baisse, et du fait que bah, le titre n'a pas trop progressé sur les 4 dernières années. Donc je précise que je ne donne pas ici de conseils en investissement, je vous donne juste mon avis personnel sur la base de cette analyse. Donc très clairement, L'Oréal a un très beau portefeuille de produits. C'est une société qui a une bonne dynamique de croissance ces dernières années, avec des ratios quand même de retour sur capitaux très bons, hein. Quand vous êtes supérieur, moi je fais souvent des recherches hein, de sociétés qui ont ce type de ratio. Je peux vous dire que voilà, c'est quand même difficile à trouver. Voilà, la problématique, c'est vraiment une problématique liée à la valorisation, soyons clairs. Et donc, je vais vous expliquer mon point de vue. Pour se faire une idée d'un niveau raisonnable de valorisation, par exemple pour le PER, sachant que pour L'Oréal, on est à 29 fois et pour Procter Gamble, on est à 27 fois. Donc, ce que j'utilise personnellement, c'est le Shiller P/E ratio, donc cet indicateur qui fait un ajustement avec l'inflation et aussi qui fait une moyenne des résultats sur 10 ans. Donc, ça me permet de voir ben, à quel niveau à peu près on a un PER qui est raisonnable. Et donc ce qu'on voit, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que ben, on a l'historique depuis 1970. Et donc ben, ce qui est particulier, c'est que vous voyez qu'il y a eu une rupture. En moyenne, on était jusque à peu près dans les années 95 à une moyenne de PER de 15 environ. Alors que ben, il y a une rupture ici à peu près, et depuis, ben, la moyenne est quand même significativement supérieure, sans doute même supérieure à 25 fois à partir des années 1995. Donc c'est un peu surprenant. Moi personnellement, la moyenne de 15, je la trouve raisonnable. Mais à partir de 25, c'est quand même, je trouve ça très élevé. Donc là, c'est une moyenne qui est faite sur les grandes sociétés américaines. Donc c'est difficile de comprendre la rupture hein, qui a eu lieu ici. Il semblerait que, alors c'est peut-être dû à la financiarisation des marchés ou au fait que structurellement, à partir de cette date-là, on a les très grandes sociétés qui sont favorisées dans les portefeuilles des investisseurs. Et donc, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des sociétés, des grandes sociétés qui sont vraiment très chères. Donc, moi, à mon avis, trop cher à acheter. Donc, sur le très long terme, on a une moyenne de ce PER Schiller qui est autour de 17. Donc, moi, à la rigueur, je peux considérer qu'on puisse payer pour une société comme L'Oréal, qui est leader de son marché, qui marche très bien, eh bien une petite prime par rapport à ce chiffre-là, donc autour de 20, 22 fois les résultats, pourquoi pas. Mais là, on est quand même significativement supérieur, on est à 29, donc pour moi, c'est clairement trop cher. Et donc c'est pour ça que personnellement, j'essaie de trouver eh bien, des segments où on va pouvoir arriver à trouver des sociétés qui sont moins chères, mais tout aussi rentables, avec des ratios de rentabilité, des ratios de retour sur capitaux qui sont tout aussi bons, et j'arrive à le faire, mais en cherchant sur les segments des small et mid cap.
Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur L'Oréal. J'espère que ça vous a plu. Surtout, si vous voulez approfondir le sujet du stock picking, allez voir les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Je vous parle de ma méthode d'investissement, comment je sélectionne les sociétés. Je vous donne des exemples de sociétés sous-évaluées dans lesquelles j'investis. Donc allez-y, c'est gratuit juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!